En 2016, au milieu de la diffusion de la 6e saison de Game of Thrones, The Nerdwriter sortit une vidéo expliquant pourquoi les dragons étaient la cause principale de l'arrêt du progrès technologique de Westeros. Alors que j'ai longtemps été assez d'accord avec lui, au cours du revisionnage de la série, plusieurs éléments m'ont fait m'éloigner considérablement de cette idée. Le croque-mitaine technologique de Westeros a pour moi un tout autre visage que celui des dragons. Il me semble nécessaire de voir dans quelle mesure la comparaison avec le monde réel est possible. George R.R. Martin est plusieurs fois revenu sur les inspirations de la saga. La guerre des 5 rois est directement inspirée de la guerre des Roses, une guerre qui a suivi la défaite anglaise dans la guerre de 100 ans. Certains personnages comme Tyrion, Cersei ou Brienne de Tarth ont des équivalents assez clairs autour de cette période historique. Un événement comme le Red Wedding puise aussi son origine dans les récits du Black Dinner. On voit au-delà de ça que le show représente dans l'ensemble correctement le système féodal de l'époque. Les paysans vivent de leur travail de façon autonome et se trouvent plus ou moins éloignés d'un château où vit une famille noble. Les seigneurs récupèrent une partie de leur travail via les impôts et leur demandent parfois de venir en guerre, puisque la conscription est la seule solution à l'absence d'une armée de métier. En échange, le seigneur assure la protection de tous les habitants de sa seigneurie, ce que l'on voit être évoqué plusieurs fois dans la série. I must go north at once. There's still a war to win, your grace. How can I call myself king if I can't hold my own castle? Alors si comparaison n'est pas toujours raison, elle l'est ici dans une certaine mesure lorsqu'on en vient à se demander pourquoi Westeros est technologiquement bloqué dans un état similaire à celui qui était le nôtre au début du Moyen-Âge. Contrairement à une idée assez répandue, le Moyen-Âge n'était pas uniquement une période de recul, et sa seconde moitié a même vu de nombreuses avancées intellectuelles et technologiques. Pour défendre sa position, The Nerdwriter est revenu sur l'évolution des affrontements au cours de cette période, dont le siège était le modus operandi numéro 1 pour faire tomber un château. On en voit plusieurs durant la série, mais celui qui illustre le mieux le procédé est le siège de Riverrun, où il est notamment dit qu'il pourrait durer plusieurs années, ce qui était tout à fait normal au Moyen-Âge. Certains lieux fortifiés pouvaient en effet vivre longtemps en autarcie, et King's Landing est d'ailleurs une ville fortifiée à plusieurs niveaux. Ce sont ces fortifications qui permettent généralement de résister à une attaque frontale, et des attaques comme celle de Stannis dans la saison 2 étaient extrêmement rares. Au Moyen-Âge, ce sont les apparitions de la poudre et du canon qui ont révolutionné le champ de bataille. Comme le rappelle The Nerdwriter, Mehmet le Conquérant a par exemple détruit les murs de Constantinople à l'aide d'immenses canons, jusqu'alors inenvisageables dans un siège. De ce changement aurait donc découlé plus de combats au corps à corps, ce qui aurait nécessité plus de grandes armées, pour lesquelles il aurait fallu plus d'argent. Les meilleurs systèmes de taxation auraient donc été récompensés, ce qui aurait mené à la mise en place d'un gouvernement central et à terme d'un État-nation. Pour The Nerdwriter, les dragons ont détruit ce cycle. Harrenhal était la plus grande et plus puissante forteresse de Westeros, mais Aegon le Conquérant, et vous remarquerez la similarité avec Mehmet le Conquérant, est venu détruire la logique des châteaux forts avec les dragons. Greatest fortress ever built. Tallest towers, the strongest walls. The Great Hall had 35 hearths. Look at it now. A blasted ruin. Do you know what happened? Dragons? Harrenhal was built to withstand an attack from the land. 1 million men could have marched on these walls and 1 million men would have been repelled. But an attack from the air with dragon fire, Harren and all his sons roasted alive within these walls. Aegon Targaryen changed the rules. Si la conséquence est donc la même en cela que les châteaux ne sont plus la protection qu'ils étaient autrefois, la différence apparaît dans le fait que des canons peuvent être créés, pas des dragons. Les Targaryens avaient donc une arme inaccessible à leur adversaire et qui assurait leur domination, leur permettant ainsi de forcer tous les seigneurs à leur prêter allégeance. Comme je l'ai déjà dit, je suis en désaccord et si les dragons ont certainement causé un choc immense, ils ne sont probablement pas ceux à blâmer en priorité. La question se pose déjà de savoir si le cycle a véritablement été brisé. Si le territoire est divisé en plusieurs couronnes, elles répondent toujours à la même personne, le roi des 7 couronnes. Mais surtout, les dragons ont été présents pendant une période très courte. L'invasion d'Aegon date d'il y a 300 ans, et les dragons ont disparu il y a plus de 150 ans au début de la série. Depuis, aucune avancée ne semble avoir été faite, malgré leur absence. On remarquera qu'il ne semble pas non plus y en avoir eu beaucoup avant leur arrivée. Les premières traces de la civilisation sont datées à 8000 ans avant l'histoire de la série,
Pourtant, le monde semble avoir toujours été bloqué dans un équivalent du Moyen-Âge. Si les armes en métal y ont été créées il y a environ 6000 ans, les progrès se font depuis particulièrement rares. À titre de comparaison, nous avions atteint ce stade il y a seulement 2500 ans. L'arrivée des dragons aurait normalement dû précipiter une avancée technologique afin d'éliminer cette menace. Il est cela dit possible que la conquête de Westeros ait été trop rapide pour développer des contre-mesures, puisque 2 ans après avoir démarré sa conquête, Aegon était déjà couronné roi. Il a tout de même fallu 5 ans avant qu'une arme soit inventée pour affronter les dragons de Daenerys, en considérant cependant que tout le monde pensait les dragons invincibles du fait des récits du passé. L'arme elle-même reste aussi à relativiser, elle n'est au final rien de plus qu'une arbalète de très grande taille. Il me semble aussi important de souligner que les Valyriens, le peuple pouvant utiliser les dragons, étaient au départ un peuple de bergers, mais qu'en les découvrant, ils ont pu devenir l'une, si ce n'est LA civilisation la plus avancée de l'histoire. Il est mis clairement en évidence au cours de la série qu'ils n'ont jamais été aussi puissants que lorsque les dragons étaient dans leur plus grand nombre, et la chute de la civilisation concorderait avec la disparition des dragons. Il pourrait donc y avoir en réalité des raisons de penser que c'est au contraire l'affaiblissement puis la disparition des dragons qui a ralenti le progrès. On entend en effet souvent parler de structures réalisées grâce au souffle des dragons ou de métaux qu'ils permettaient de façonner. Les dragons pourraient en ce sens servir à accélérer le passage du Moyen-Âge vers un âge industriel, voire même être la ressource équivalente au charbon. Les saisons du monde de Game of Thrones sont probablement responsables en partie de ce ralentissement, de par leur imprédictibilité. Elles empêchent en effet de prévoir une agriculture stable, et on sait que le développement de l'agriculture en Mésopotamie a été l'un des plus grands accélérateurs de croissance de l'histoire de l'humanité. En augmentant le rendement d'une personne, elle a permis de libérer beaucoup de monde du travail de la terre pour se consacrer à d'autres domaines. C'est elle qui permet de nourrir de grandes armées et développer des villes prospères et croissantes qui pourront ensuite se créer un gouvernement. Or, on voit que l'hiver touche l'intégralité de la région dans la saison 7, où King's Landing voit la neige arriver. S'il existe des exceptions telles que Dorne qui ne voit que très peu la neige, la baisse conséquente des températures doit tout de même y avoir un impact non négligeable sur les plantations. Mais surtout, tout au long de la série, tout le monde ignore quand est-ce que l'hiver va véritablement arriver. Les saisons durent généralement quelques années chacune, mais on nous explique bien que c'est une science très inexacte. Au début de la série, il est dit que l'été a duré 9 ans et faisait déjà partie des plus longs. Lorsque l'hiver commence, cela fait donc presque 15 ans depuis le précédent. La longue nuit a duré 20 ans et il est donc très difficile de conserver une agriculture correcte dans de telles conditions. Cela dit, l'imprévisibilité reste relative. Il est certain que l'hiver arrivera et il est possible de prendre des mesures. Il semblerait logique qu'après plusieurs millénaires d'hiver, les peuples s'y préparent mieux à l'aide justement de nouvelles technologies. Le climat ne devrait donc pas nécessairement être un si grand ralentisseur, quand bien même il réduirait régulièrement la population. On a évoqué que les régions du sud étaient moins touchées, mais il existe des régions plus au sud encore que Dorne qui ne sont peut-être tout simplement pas touchées par l'hiver. De même, Essos semble être une région qui connaît beaucoup moins le phénomène saisonnier de Westeros. C'est le moment que je vais choisir pour évoquer une possibilité et la refermer presque aussitôt. Il est possible que d'autres régions que l'on ne voit pas dans la série aient connu d'importantes avancées technologiques. C'est un sous-entendu très fort dans les livres, qui a presque disparu dans la série, mais qui est en tout cas envisageable. Je pense par exemple aux cités de la région du Yiti, fortement inspirées des empires chinois. Les Chinois ont de nombreuses fois précédé les peuples occidentaux et arabes au sens le plus large dans la découverte de certaines technologies. Il n'est pas à exclure que Westeros et Essos soient en retard sur d'autres cultures. Une des questions que je me suis le plus posée en revoyant la série était de savoir pourquoi des avancées militaires n'avaient pas été réalisées dans ce territoire gangréné par les affrontements, alors qu'on sait que la guerre est un des meilleurs catalyseurs technologiques. Les exemples des guerres mondiales, mais encore plus de la guerre froide, sont extrêmement parlants sur le sujet. En réalité, si la série nous dépeint un monde en guerre constante, il est vraiment crucial d'insister sur le fait que préalablement à la série, le seul véritable conflit des 300 ans de règne des Targaryen fut la rébellion de Robert Baratheon, 17 ans avant. Les Targaryen géraient le royaume et possédaient des dragons pour calmer toute velléité, et quand la menace s'est évaporée, ils ont développé le Whitefire pour garder tout le monde tranquille. Le royaume n'a donc pas profité de conflits à même de mener à des innovations militaires telles que la poudre ou le canon. Si le canon est évidemment principalement militaire, la poudre est cruciale dans l'ingénierie civile.
C'est notamment un élément indispensable pour miner efficacement des ressources telles que le charbon. Des exemples réels montrent la possibilité d'une telle situation. En Chine, plusieurs dynasties ont ralenti le développement du pays afin d'assurer le contrôle des menaces internes. Pour des raisons plus culturelles, il a fallu longtemps au Japon pour accepter que la révolution industrielle était une étape essentielle de leur futur. La supériorité des Targaryens a aussi évité la question d'avoir une armée de métier, puisque les dragons étaient leur principal atout. Geoffrey souligne par exemple cela dans l'un de ses rares moments de lumière. And command them to supply 10,000 men to the Royal Army. The Royal Army. Why should every lord command his own men? It's primitive. No better than the hill tribes, we should have a standing army of men loyal to the crown, trained by experienced soldiers instead of a mob of peasants who've never held pikes in their lives. La situation est pourtant complètement différente à Essos, les cités libres possédant chacune des armées conséquentes, et la Golden Company est bien connue même s'il s'agit plus d'un groupe de mercenaires que d'une armée au service de l'État. On parlait tout à l'heure de la possibilité d'un retard sur d'autres civilisations, mais on en vient ici à se demander si les Westerosis ne sont pas tout simplement plus bêtes que les autres. La maladie que j'ai diagnostiquée aux Stark dans mes précédentes vidéos est peut-être contagieuse. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, elles sont dans la fiche de la vidéo. Depuis la fin du règne des Targaryens, la rébellion de Robert et la guerre des Cinq Rois auraient cependant pu être le théâtre d'innovation, surtout au vu du nombre de parties engagées dans la guerre. Ça n'a cependant pas été le cas. L'une des raisons à ce manque d'innovation est peut-être l'absence de financement, et cela nous mène au point suivant. La banque est une institution nécessaire pour créer de l'argent et investir dans le développement technologique. Elle a été un élément crucial pour la rapidité de la révolution industrielle. En effet, avec des investissements nécessaires devenus colossaux pour démarrer de nouvelles industries, l'avance offerte par les banques est devenue une part essentielle du développement économique. Sans elle, toutes les étapes sont ralenties, si ce n'est complètement stoppées. Les dirigeants de Westeros ont bien compris que la puissance financière est souvent supérieure au pouvoir qu'ils possèdent. When the Queen proclaims one king and the Hand proclaims another, whose peace do the Gold Cloaks protect? Who do they follow? The man who pays them. Rest assured, Your Grace, you can count on the Iron Bank's support. As soon as the gold arrives. On voit que de nombreux systèmes économiques existent déjà à Westeros et Essos. Le transport est développé, les marchés encadrés pullulent, et même des systèmes d'assurance existent, comme c'était le cas dans les grandes villes commerciales telles que Venise ou Gênes. Dans ce contexte, les banques devraient être devenues une partie active de l'économie. Ce qui ne semble cependant pas exister est une véritable économie de marché. Cette absence est notamment due au système féodal en place, dont je parlerai plus tard, mais qui limite par essence le développement de contre-pouvoirs économiques qui pourraient émerger dans le cadre d'un tel système. Dans un système féodal, l'argent est récompensé, mais l'activité menant à l'argent est mal vue. C'est donc généralement par les armes que les ressources financières s'acquièrent. Un tel mode de pensée n'est évidemment pas bénéfique pour le développement des banques. Or, ce qui ressemble le plus à une banque à Westeros n'en a presque que le nom. Je parle évidemment de la banque de fer de Braavos. Cette institution a un fonctionnement plus proche du casino que de la banque que l'on connaît aujourd'hui. Si elle fait certes des prêts, son objectif n'est pas de maximiser ses chances de revenus, mais d'éviter toute possibilité de perte. Some at the Iron Bank will be disappointed. They've grown rather fond of your interest payments. We must devise a way to raise their spirits. Yes, perhaps we could be of assistance in some current venture. Les rares apparitions de la banque dans la série soulignent à chaque fois que c'est souvent à elle de décider qui dirige quelle région, en soutenant financièrement les parties qui serviront le plus ses intérêts. Dans une conversation avec Mace Tyrell, Tycho Nestoris lui répète bien que la banque ne fait pas de paris. All those bets you won built this. We are not gamblers here at the Iron Bank, Lord Tyrell. La couronne possède une dette très conséquente envers la banque de fer, mais il est expliqué par Littlefinger et les Lannister qu'elle est majoritairement due au mode de vie de l'ancien roi qui organisait compétitions et fêtes à tout va. The Crown owes the Iron Bank of Braavos a tremendous amount of money. How much? A tremendous amount. Suite à la guerre des Cinq Rois, la situation financière est devenue très grave
et Tyrion Lannister explique à Bronn que Littlefinger avait eu recours énormément au prêt. Whenever the crown needs money, he rubs his hands together and poof, mountains of gold. Let me guess. He's not a magician. No. He's stealing it? Worse, he's borrowing it. La Banque de Fer est donc tout à fait prête à engager des sommes importantes, mais se soucie plus de l'emprunteur que de la raison de l'emprunt. Tyrion explique que celle-ci pourrait se décider à financer leurs ennemis afin de récupérer ses biens. Anyway, it's not my father I'm worried about. It's the Iron Bank of Bravos. We owe them tens of millions. If we fail to repay these loans, the bank will fund our enemies. One way or another, they always get their gold back. On pourrait croire que la Banque de Fer chercherait à stimuler l'économie, car elle y verrait certainement des retours bien supérieurs au taux d'intérêt appliqués aux différentes couronnes. Il peut y avoir deux raisons à cela. Soit cela ne se fait pas à cause justement de l'aversion au risque de la Banque de Fer, qui s'assure avec les royaumes de toujours avoir un terreau sur lequel récolter son dû, soit cela est dû aux royaumes eux-mêmes. Dans le premier cas, il faudrait attendre l'apparition de nouvelles banques plus enclines à accepter les risques, ou qu'une des banques plus petites de Westeros en prenne l'initiative. We are not the only bank in this world. Every free city has its own, but when those banks need gold, they come to us. Dans la seconde possibilité, le problème est alors plus profond, et ce sont en réalité les dirigeants des différents royaumes qui encadrent sévèrement l'économie et détruisent toute velléité des banques. Avec une imposition suffisamment sévère, il est tout à fait envisageable que le bénéfice pour l'individu comme pour la banque soit trop faible pour valoir le risque. Et on en arrive là à un autre problème limitant le développement de Westeros, la féodalité. Un argument très intéressant que j'ai trouvé sur Korra est l'idée d'un changement de mentalité qui se produirait par la disparition de la féodalité. En France, ça nous parle particulièrement puisque la majorité de nos révolutions populaires ont en réalité été fomentées par la classe bourgeoise qui se trouvait limitée par les élites au pouvoir. Et ce n'est en effet qu'après les grandes révoltes du XVIIIe siècle que l'Europe, comme les États-Unis, ont commencé à voir leur économie à avoir une trajectoire hyperbolique. La disparition de ce que l'auteur appelle la philosophie féodale a mené à une libération des individus qui pouvaient désormais chercher leur propre amélioration économique et non uniquement celle de leur seigneur. Et l'on voit que c'est exactement l'état dans lequel est Westeros. Tout du long de la série, on voit des dirigeants annoncer qu'ils vont lever plus d'impôts ou utiliser telle ou telle récolte pour accomplir un de leurs objectifs. Seuls les seigneurs et les rois ont donc un véritable pouvoir de décision économique, les individus se pliant à leurs décisions et cherchant majoritairement à assurer leur subsistance. C'est ainsi un frein majeur à l'innovation technologique. Sans incentive, pourquoi un paysan chercherait-il à améliorer son moulin ou sa charrue? Et sans la recherche d'innovation, ni la possibilité d'augmentation des bénéfices futurs, quel est l'intérêt pour une banque de s'éloigner du financement royal si celui-ci est à la fois plus rentable et plus sûr? Certains mettent en avant que le développement technologique serait un risque pour ce système féodal et une raison supplémentaire de l'éviter pour les dirigeants. S'il est vrai que Sir Jaime Lannister ou Sir Arthur Dayne seraient bien moins dangereux si les fusils existaient, ce serait considérer tout le monde égal dans l'usage des armes à feu. Jaime Lannister deviendrait peut-être au contraire plus inquiétant que lorsqu'il utilisait une épée, maintenant qu'il n'a plus qu'une main. Si la technologie est effectivement dangereuse pour le système féodal, l'idée qu'elle mènera nécessairement à la démocratie me semble idéaliste. Les exemples de régimes politiques usant de la technologie pour assurer leur pouvoir sont en effet nombreux. Quoi qu'il en soit, le système féodal est particulièrement sujet aux velléités expansionnistes. Il n'y a jamais eu une aussi grande diversité de conflits locaux que lors des différentes périodes du Moyen-Âge. Et en plus de créer des innovations importantes, les guerres ont plusieurs fois eu d'immenses impacts sociétaux. Avec la Seconde Guerre mondiale, c'est l'émancipation de la femme qui prend un essor spectaculaire. Jusque-là très restreinte dans ses activités, les gouvernements n'avaient d'autre choix que de mettre celle-ci dans les usines pour développer les armes et munitions nécessaires au combat. Un tel changement se profile peut-être à l'horizon pour Westeros, vu que la guerre qui s'annonce n'a semble-t-il pas eu d'équivalent depuis 8000 ans. Il est difficile de savoir si cela va dans ce sens, mais on voit tout de même quelques exemples de marchands ou agriculteurs s'émancipant vaguement du joug des couronnes. Peut-être qu'une faible marge de manœuvre est accordée à certains bourgeois, ou peut-être que c'est un mouvement plus profond qui mènera à un changement sociopolitique. On voit donc que cette stagnation technologique n'est probablement pas due au dragon, mais à un cumul de plusieurs facteurs. Pourtant, j'ai annoncé au départ de la vidéo qu'il y avait une véritable force à l'œuvre à Westeros
qui constituait le frein majeur à l'innovation. Alors qui est vraiment le croque-mitaine technologique de Westeros? Celui-ci est multiple, il est vieux, à la fois visible et connu de tous, mais aussi reclus et mystérieux. Niché dans la citadelle d'Old Town, je veux bien sûr parler de l'ordre des Maesters. They study without learning, and proudly pass down the same knowledge that was passed down to them, with no addition. Perhaps such is to be expected, when one considers the kinds of men who become Maesters. The youngest sons of noble families, dutiful and timid, or bastards and peasant boys whose minds are easily satisfied by the knowledge of their next meal. Because bold men will not be chained. They dare to ask questions that the Maesters fear to answer. L'Ordre des Maesters est une institution millénaire qui vise à la conservation des connaissances de l'humanité. Le problème majeur de cette institution est qu'elle s'arrête justement à cet objectif et agit plus comme une force politique que comme une force intellectuelle positive pour Westeros. Les Maesters apprennent énormément d'informations sur beaucoup de sujets, mais il n'est que très peu question d'améliorer les compétences et connaissances de la citadelle. Et c'est là que le bas blesse. Si à une époque, les grands hommes étaient souvent mathématiciens, philosophes et écrivains à la fois, c'est la spécialisation dans un domaine précis qui a permis de faire avancer les civilisations. Le collier des Maesters est l'objectification de ce mal. Au long de leurs années d'études dans la citadelle, ils cherchent à maîtriser 16 domaines représentés par des pierres de couleurs différentes. Argent pour la médecine, cuivre pour l'histoire, bronze pour l'astronomie, etc. Les Maesters ayant collecté toutes les pierres font alors partie d'un conseil restreint dirigeant la citadelle, ou sont envoyés auprès de seigneurs et nobles afin de les conseiller et éduquer leurs enfants. C'est un cercle vicieux car pour quitter la citadelle en tant que Maester, il faut donc connaître énormément de choses, mais on perd alors très vite toute possibilité d'approfondir l'étude d'un domaine puisque l'on quitte la citadelle. Seule exception, les Archmaesters qui forment le conclave sont chacun spécialistes d'un domaine précis, et celui-ci n'est donc constitué que de quelques membres parmi les plus âgés. C'est parmi eux qu'est choisi le Grand Maester, qui conseillera la famille royale à King's Landing. L'objectif des Maesters est donc d'acquérir un maximum de connaissances afin de quitter la citadelle et conseiller une famille royale, ce qui reviendra à savoir beaucoup de choses dans le vide, car elles ne seront ni approfondies ni utilisées. Cela crée cependant plusieurs problèmes plus profonds et presque jamais envisagés par les personnages de la série. Lors de leur entrée dans l'ordre, les Maesters abandonnent famille et titres comme les gardes le long du mur. À la différence de la Night's Watch, ils ne s'écartent cependant pas définitivement du reste de la société. Ils ont en effet le devoir de conserver les registres de tout Westeros, mais doivent aussi conseiller les têtes couronnées. Mais qui assure qu'un membre d'une certaine famille ne garde pas en réalité les intérêts de celle-ci à cœur? Maester Aemon explique être devenu le Maester du Mur pour protéger son frère, mais rien ne nous dit qu'il n'a pas certaines fois pu prendre des décisions, aidant les Targaryens sur le trône. Si l'on n'est pas certain qu'il était au courant de leur lien de filiation, on voit qu'il ne traite pas Jon comme les autres membres de la Garde de la Nuit. Les Maesters sont censés être de fidèles servants des couronnes du royaume, et leur image au-delà de la citadelle est plutôt bonne dans la série. À l'exception de Pycelle, la majorité des Maesters que l'on découvre sont plutôt bons et sages. Malgré cela, on peut souvent se demander s'ils ne cherchent pas à orienter dans leur sens personnel ou dans celui de l'organisation les décisions des royaumes. Ils sont en effet les seuls à connaître de façon extensive l'histoire de Westeros, et sont surtout les seuls à éduquer culturellement les enfants des familles royales. Cet accès privilégié dès le plus jeune âge favorise l'orientation politique des futurs dirigeants. Si cela peut sembler farfelu au premier abord, il est essentiel de considérer la raison pour laquelle l'ordre des Maesters ferait cela, la subsistance de leur monopole intellectuel et culturel en tant que conseiller du royaume. On voit au cours de la saison 6 la vie à l'intérieur de la citadelle. Celle-ci ressemble presque en tout point à celle d'un moine. Cela dit, la comparaison avec les ordres religieux du Moyen-Âge s'arrête là. Les écoles monastiques chrétiennes sont devenues au cours du Moyen-Âge l'université moderne. Si elle restait très sélective, l'université était désormais ouverte au-delà d'un petit cercle vouant leur vie à la connaissance et vers des personnes cherchant à utiliser leurs connaissances dans un but pratique. On pourrait croire que la citadelle chercherait à répandre l'éducation à d'autres classes de la société, quitte à la restreindre aux classes supérieures. Il serait aussi possible de restreindre l'accès à certaines connaissances tout en offrant un accès aux plus basiques afin d'améliorer le niveau culturel de la population. Cela ne semble cependant pas près de se produire à Old Town, car c'est en opposition avec leur objectif de conservation du monopole intellectuel. En Europe, c'est la dissémination des connaissances et des idées qui a mené à l'industrialisation.
Les gens entendaient parler d'une innovation et essayaient de la reproduire, la copier et essayer de l'améliorer, ce qui a accéléré le processus technologique puisque de nombreuses personnes d'horizons divers travaillaient sur la même idée. Les grandes révolutions technologiques se font au départ petit à petit. Internet a nécessité de nombreux progrès précédents, mais la technologie ne se suffisait pas à elle-même pour devenir véritablement révolutionnaire. Le développement du réseau satellitaire, mais aussi d'autres nouveautés plus récentes telles que les réseaux sociaux ou encore les smartphones, ont permis à cette technologie d'acquérir son potentiel révolutionnaire. Il en a été de même pour la révolution industrielle, qui ne se serait pas produite sans plusieurs découvertes préalables, dont l'une des majeures est rendue inutile de par l'existence de la citadelle, l'imprimerie. L'imprimerie est une des technologies les plus sous-estimées aujourd'hui, car il est très difficile d'imaginer un monde où le papier n'est pas aussi abondant que l'eau. Pourtant, le monopole sur les livres a longtemps été une des raisons de la concentration intellectuelle, et l'apparition de l'imprimerie a poussé la révolution intellectuelle bien au-delà de ce qu'avait pu le faire l'université. La dissémination d'idées et de connaissances complexes ne nécessitait plus alors de passer de nombreux mois à réécrire un exemplaire d'un ouvrage. Espérer l'apparition de l'imprimerie en Westeros n'est peut-être pas utopiste, mais en tout cas très optimiste puisque les élites intellectuelles sont toutes réunies et n'ont presque aucun intérêt pour la plupart à voir l'apparition d'une telle technologie. Sans celle-ci, les sources deviennent bien plus rares et il faut bien imaginer que la notion d'autodafé avait à l'époque une portée bien différente. Je vais rebondir sur la possibilité de modifier et influencer l'histoire évoquée plus tôt, en vous montrant comment supprimer 25% des exemplaires de 3 livres différents dans tout Westeros. Quand une personne peut réduire d'un quart le nombre d'exemplaires d'un livre de quelques coups d'épée, l'idée de faire disparaître certains événements devient de suite bien plus réaliste. Et c'est là un des problèmes insidieux de l'ordre des Maesters. S'ils doivent interpréter certains anciens textes, rien ne les empêche de faire disparaître une opinion dissidente. Comme je l'ai déjà dit, ils possèdent l'immense majorité des connaissances de Westeros, ont un accès direct aux dirigeants et éduquent leur famille. Si cela ne suffisait pas, je vous rappelle que très peu de gens savent lire et écrire, et l'exemple de Sir Davos montre que même parmi la noblesse, certains ne possèdent pas ces compétences. Si cette situation rendrait déjà indispensable les Maesters, ce sont en plus eux qui gèrent la messagerie, de l'écriture à la lecture de presque tous les courriers, en passant par le nourrissage des corbeaux. À l'exception de la couronne elle-même, il est donc difficile d'imaginer place plus puissante. La spécificité des Maesters la rend cependant beaucoup plus sûre, car ils ne jurent pas fidélité à une famille, mais à un château et sa couronne. On voit plusieurs fois dans la série des changements de dirigeants, mais on en voit très peu parmi les Maesters, ceci découlant généralement d'une opposition directe entre les deux. Alors avec une telle position, qu'est-ce qui les empêcherait de détruire des opposants ? La série montre que cette question n'est pas rhétorique. La guilde des alchimistes est certainement la meilleure façon d'illustrer cette possibilité. Sous le règne des Targaryens, la puissance des dragons avait été remplacée à leur disparition par le Wildfire, une sorte de feu grégeois. La guilde des alchimistes qu'il a créée avait alors une puissance très importante dans le royaume et était un des principaux conseillers du roi. After the dragons died, Wildfire was the key to the Targaryen power. Pourtant, 20 ans après, presque plus personne ne se rappelait de leur existence, ni de celle du Wildfire. C'est le type de pouvoir que possède une élite intellectuelle dans un monde sans accès répandu à la connaissance. Les Maesters de la Citadelle semblent en plus vivre généralement plus vieux que la majorité de la population. Imaginez alors les possibilités offertes avec une génération supplémentaire face au reste de Westeros pour modifier ou faire oublier des pans de l'histoire. Cette aversion pour la guilde des alchimistes vient certainement de notre cheval de bataille des Maesters, la magie. Nous n'évoquerons ce point que rapidement car l'absence de manifestation de la magie dans Westeros est indépendante de leur volonté. Cela dit, certains croient que si presque plus personne n'y croit, c'est l'œuvre de l'ordre. Chaque évocation du surnaturel est en effet balayée presque automatiquement par les Maesters qui se moquent même ouvertement de nombreux récits passés. It brings to mind the work of Jenny Holstone, the charlatan who claimed descent from the children of the forest. Don't forget the prophet Lodos, who promised that the drowned god would rise up and destroy Aegon the Conqueror. Lodos. Seul Maester Luwin reconnaît que la magie a peut-être existé dans le passé. Si l'on comprend que l'aspect incontrôlable de la magie les gêne, il reste tout de même étonnant que la majorité de Westeros les croit.
L'existence pas si vieille des dragons rend déjà cette situation surprenante, bien qu'il faille reconnaître qu'ils pourraient tout simplement être vus comme une simple espèce de reptile à la façon des dinosaures. Les géants ou les wargs semblent exister uniquement au-delà du mur, ils ne sont donc pas plus connus, mais là où il est le plus difficile de réfuter l'existence de la magie est justement dans la construction du mur. Nobody really knows how the wall was built. Yes, every child hears how, in the days of the first men, Brandon the Builder raised the wall with magic and giants and set the Night's Watch to guard it. But nobody thought to write down the story until thousands of years later, and the Septons who did it weren't much for accuracy. Les récits de sa construction en évoquent l'utilisation, et il est difficile d'expliquer autrement comment un mur aussi haut et aussi long aurait pu être créé et tenir aussi longtemps avec la technologie de l'époque. Mais si ce chemin semble mener vers une impasse, il me semble important de souligner que l'existence de la magie, combinée avec la présence des dragons, est peut-être une des explications à l'absence de progrès technologique. Peut-être que les habitants de Westeros ne ressentaient tout simplement pas le besoin de développer leurs armes et modes de fonctionnement, car la magie résolvait la majorité de leurs problèmes. Passé la guilde des alchimistes, d'autres exemples d'ostracisation par l'ordre sont visibles dans la série. Si l'expulsion de Qyburn peut sembler justifiée au regard de ses expériences sur Sir Gregor, il aurait peut-être modéré celle-ci si la citadelle donnait un cadre pour le développement des spécialistes. Son étude du corps des mourants aurait bénéficié à tous et aurait pu être contrôlée, au contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec Cersei, où il n'a aucune limite. La même chose s'est produite avec Sam, qui a pris un immense risque en soignant Jorah Mormont. S'il n'y a pas eu de conséquences, il ne semble pas que cette réussite ait été notée, et elle n'a certainement pas été récompensée. Sam, qui arrivait plein d'espoir, finit par quitter la citadelle déçu par la mentalité des Maesters, qui ne cherchent pas de nouvelles connaissances, par peur certainement d'en perdre le contrôle. Je n'ai pas retrouvé la scène en question, mais il me semble que Sam évoque après son passage à la citadelle de nombreuses incohérences dans certaines dates, voire certains événements tels qu'ils sont répertoriés, ce qui ajouterait de l'eau au moulin de l'idée selon laquelle les Maesters profitent de leur monopole sur la connaissance. Si au contraire elle cherchait à améliorer l'état du royaume, elle aurait donc non seulement pu offrir une formation à une plus grande partie de la population, mais elle aurait aussi pu et dû s'allier à d'autres organisations. Si elle est en quelque sorte liée au gouvernement, une coordination avec des guildes ou des groupes d'artisans aurait pu mener à une progression technologique bien plus rapide. Mais une fois encore, préférence est donnée aux généralistes sur les spécialistes par l'ordre. On priorise la connaissance à la réflexion. Et c'est en évoquant la guilde des alchimistes que se pose alors la question de savoir si l'ordre des Maesters n'a pas empêché pendant des décennies l'arrivée d'une énergie qui aurait pu avoir un impact tel que celui que le charbon a eu au XIXe siècle, le wildfire. La substance est évidemment très dangereuse, les dégâts qu'elle cause ayant bien été montrés dans la série, mais elle n'est utilisée que dans un objectif de destruction. Toute source d'énergie que nous utilisons est dangereuse lorsqu'elle n'est pas maîtrisée correctement. Le parallèle le plus évident se fait avec le pétrole. Les deux sont des liquides qui peuvent être transportés sur de grandes distances et en grande quantité, et qui dégagent une puissance importante. Toutes ces caractéristiques du wildfire ont été démontrées lors de l'attaque des navires de Stannis. Un déclencheur a été nécessaire pour l'activer, et les dégâts causés furent gigantesques. Le liquide avait de toute façon longtemps été conservé sous la ville, et n'est donc normalement pas dangereux. En éliminant presque intégralement la guilde des alchimistes, l'ordre des Maesters a fait oublier l'existence de cette substance, alors que s'ils avaient uni leurs forces ou à minima récupéré leur recette, ils auraient pu l'étudier et apprendre à la maîtriser. S'il ait trouvé une méthode pour contenir sa réaction, le wildfire pourrait être le charbon de la révolution industrielle de Westeros. Qui sait si le ver de dragon ou l'acier valyrien ne pourrait pas faire l'affaire. Le rejet du wildfire était ainsi peut-être une des pires décisions pour le développement technologique de Westeros. Sa révolution industrielle en dépend peut-être, mais son institution la plus pérenne redoute l'arrivée de celle-ci. Elle recherche un statu quo qui lui est favorable, au contraire de tout progrès technologique ou de la dissémination des connaissances. Cela reste cependant une hypothèse, et une question essentielle à se poser est de savoir s'il existe à Westeros des énergies qui permettraient le développement de machines qu'ont connu la révolution industrielle. Y a-t-il du charbon ou du pétrole sur ces terres, ou un équivalent à ceci? Et ce serait bien là la seule raison logique qui pourrait créer un blocage technologique définitif de la région. Certains, et c'était notamment la conclusion du Nerdwriter, pensent que l'évolution des civilisations n'est pas inévitable, et que la situation de Westeros permet de l'imager. Elle doit nous permettre de voir que ce progrès résulterait en réalité des incentives qui se présentent aux parties. Si cette dernière position est à mon avis vraie,
C'est justement son existence qui fait que notre monde actuel rend le progrès inévitable. Il existe toujours des incentives pour améliorer la technologie. Si elle se développera évidemment plus vite lorsque ces incentives parleront à tous, les innombrables conflits qui ont émaillé notre histoire allaient nécessairement mener les élites dirigeantes à chercher de nouvelles technologies. D'abord utilisées pour la guerre, celles-ci entreront ensuite forcément dans l'usage civil, comme ce fut par exemple le cas de toutes les innovations de la guerre froide. Lorsqu'ils sont mis devant le fait accompli, les leaders de Westeros cherchent d'ailleurs souvent des solutions technologiques à leurs problèmes, comme on parle de l'arbalète, l'obsidienne ou le wildfire. Au final, la seule raison qui pourrait vraiment bloquer de façon crédible la région serait un problème d'énergie ou de matériaux. Et cela importe car concrètement à l'idée générale que le progrès profite uniquement aux plus riches, ce sont en réalité les catégories les plus faibles qui tirent à moyen terme beaucoup plus de profit de chaque avancée. Les élites économiques et dirigeantes auraient toujours été à l'abri du besoin, peu importe que la révolution industrielle se soit produite ou non. On ne peut pas en dire de même pour les autres classes sociales, et cela est d'autant plus vrai plus la personne est dans une situation de faiblesse. Des handicaps ou des maladies qui fut un temps annoncer une mort très jeune peuvent désormais être surmontés. La vie courante a aujourd'hui drastiquement changé, avec des taux de mortalité en chute constante et un confort de vie des classes inférieures très supérieur à celui que connaissaient les derniers rois de France. Ce n'est donc certainement pas les dragons qu'il faut blâmer pour l'absence de progrès technologique de Westeros. Le climat est problématique, les banques sont responsables par leur apathie, le système féodal est certainement un frein conséquent au développement, mais principalement, c'est bel et bien vers l'ordre des Meisters qu'il faut se tourner pour trouver un coupable.